Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud, bonjour à tous les auditeurs. Michel Barnier est devenu Premier ministre il y a exactement 12 jours. Mais le choix de son gouvernement se fait attendre. Il recevait une nouvelle fois hier après-midi 3 ténors des Républicains, Bruno Retailleau, Gérard Larcher et Laurent Wauquiez. Il doit encore s'entretenir avec les élus du groupe Lyot et devrait dévoiler les membres de son gouvernement d'ici la fin de la semaine. On parle de dimanche au plus tard. Face à cette crise institutionnelle qui s'éternise, face au nom de ces ministres que l'on guette, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a appelé Michel Barnier à ne pas être, je cite, le continuateur de la politique d'Emmanuel Macron, sous peine de s'exposer à une motion de censure. Alors la droite est-elle durablement de retour ? On en parle avec un ancien cadre des Républicains. Bonjour Maxime Michelet. Bonjour Marie Falicon. Vous êtes député de la 3e circonscription de la Marne pour le groupe UDR, Union des droites pour la République, le nouveau parti d'Éric Ciotti. Merci d'être avec nous pour ce grand entretien politique. Merci de votre invitation. Maxime Michelet, c'est votre premier mandat. Est-ce que vous pourriez d'abord présenter votre parcours à nos auditeurs ? Alors moi j'ai un parcours d'historien. Tout d'abord, je suis spécialiste du Second Empire et de Napoléon III. D'ailleurs, j'étais venu sur votre antenne dernièrement pour parler de Napoléon III. Je suis ravi d'y revenir en tant que député. Je suis ensuite devenu la plume d'Éric Ciotti lorsqu'il est devenu président des Républicains. Et lorsqu'il a eu ce courage extraordinaire de provoquer enfin l'union des droites que nous attendions pour nombre d'entre nous, eh bien, j'ai décidé de m'engager pleinement derrière lui, d'être candidat sous l'étiquette à l'époque des Républicains à droite et d'être aujourd'hui député de l'Union des droites pour la République. Et vous êtes donc désormais député de la Marne. Le département de la Marne a toujours été historiquement marqué à droite. UNR, UDR, RPR, UMP, c'était le territoire de Catherine Vautrin, désormais ministre des Missionnaires de la Santé, mais aussi d'Arnaud Robinet avant qu'il ne devienne maire de Reims et ne rejoigne Horizon. Et vous êtes désormais le seul député de droite parmi les 5 circonscriptions de la Marne pour cette 17e législature. Alors doit-on comprendre que là-bas la droite perd du terrain ou bien que le territoire s'est macronisé ? Alors la droite ne perd absolument pas de terrain puisqu'en fait le département n'a jamais été aussi à droite. La gauche marnaise demeure toujours à des niveaux absolument marginaux, autour de 20%. Dans ma circonscription, elle a dû faire 17%, je crois, au premier tour. La gauche marnaise pèse assez peu, sauf dans les villes, naturellement, comme partout dans ce pays. Le problème, c'est que la Marne est un territoire de droite qui, à cause d'une alliance tacite entre le centre et la gauche, n'a jamais cessé d'être représenté par des centristes. Et moi, je suis assez fier dans ma circonscription de succéder indirectement, puisqu'entre nous, il y a eu un député macroniste, mais a succédé à Philippe Martin, ancien député de la 3e circonscription de la Marne, qui pour le coup était lui aussi un député clairement marqué à droite, qui avait notamment eu un temps de compagnonnage avec Philippe de Villiers dans les années 90. Et aujourd'hui, malheureusement, en effet, la Marne, qui est un territoire de droite, clairement de droite, fièrement de droite, un territoire très patriote, est représenté uniquement par des macronistes qui sont, il faut le souligner, d'anciens cadres, d'anciens élus de la droite. Et c'est eux qui ont fait le choix, en fait, de se tourner, de basculer vers le macronisme. Et alors, qu'est-ce que les Marnais vous disent ? Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, de cette mandature, justement, dans votre circonscription, bien sûr, mais dans le territoire marnais, de façon générale ? La Marne est un territoire de Français, travailleurs, comme le sont de nombre de nos compatriotes. Ce sont des gens qui respectent les lois, qui travaillent, qui éduquent leurs enfants, qui demandent tout simplement à pouvoir travailler, faire travailler en paix, sereinement, sans être asphyxié par la fiscalité, asphyxié par les normes et étouffé aussi par l'insécurité qui se répand malheureusement aujourd'hui de nos villes jusque dans nos campagnes. Hier, j'ai échangé notamment avec un capitaine de gendarmerie qui m'évoquait des trafics de drogue ou des phénomènes d'insécurité qui frappent nos campagnes et qui sont des phénomènes tout à fait nouveaux et qui ne peuvent que marquer les habitants de nos ruralités qui vivaient avant cela dans une sérénité quasiment parfaite. Donc, ils demandent tout d'abord le respect de cette France qui travaille, qui se lève tôt, pour le dire avec des mots d'un autre temps. Cette France qui se lève tôt, qui travaille, ils demandent donc le respect de cela. Et puis, ils demandent aussi la fin du mépris, notamment pour tous ces électeurs nombreux dans la Marne qui se tournent vers le Rassemblement national et vers le Rassemblement des droites. Aujourd'hui, ils demandent la fin du mépris, la fin de cet ostracisme qu'on
qu'on applique à Vous voulez cette dire partie de qu'ils sont l'électorat. délaissés parce qu'ils sont dans les campagnes et qu'on leur accorde pas assez d'intérêt? Alors ils sont délaissés parce qu'ils sont dans les campagnes, mais ils sont aussi méprisés parce qu'ils votent pour le Rassemblement national, ils votent pour le Rassemblement des droites. Moi-même, et j'ai une carrière d'historien, j'ai une carrière de chercheur qui m'a valu un peu d'estime pour mes travaux. Et aujourd'hui, je redécouvre ce que c'est le mépris de classe. Parce que moi, je viens de la classe populaire, je viens d'une famille simple, une famille populaire, et je redécouvre ce qu'est le mépris, ce qu'est le mépris de classe, car en tant que représentant, je suis le représentant de tous les Marnais, le représentant de tous les habitants de la circonscription. Mais j'ai été élu par une partie de l'électorat, Bien sûr. et je réapprends ce qu'est ce mépris, et je suis fier d'une certaine façon d'être l'objet du mépris dont sont l'objet tous ces électeurs. Pour vous donner un exemple, une des communes de ma circonscription, en ce moment je rencontre tous les maires, je fais la tournée de l'intégralité des communes, parce que voilà, je suis l'élu de ma circonscription, je rencontre tous les élus pour parler de tous les territoires, et il y a un maire, pour ne pas le citer, le maire d'Ailly-Champagne, commune de 5000 habitants environ, aux portes d'Épernay, qui a décidé de ne pas me recevoir, qui a décidé que ça ne l'intéressait pas de recevoir le député, et ensuite dans la presse a dit que j'étais pieds et poings liés avec le Rassemblement national, que je ne connaissais pas le territoire, où mon grand-père est pourtant né, et puis moi je suis marnais depuis toujours, je suis né, j'ai grandi dans la Marne, et que me rencontrer lui faisait perdre son temps. Voilà. Et donc j'imagine que si j'avais été député élu par une autre partie de l'échiquier politique, il m'aurait sans doute reçu. Et je trouve ça très étonnant de sa part, puisque dans sa commune, on vote à 55% pour moi. Donc que fait-il sur les marchés? Est-ce qu'il demande à ses concitoyens pour qui il vote? Et donc vous voyez, ce mépris-là, je sais que mes électeurs le subissent souvent au quotidien, et je pense qu'il est temps de mettre fin au mépris. Nous représentons 11 millions de Français tout de même. On comprend bien qu'il y a une certaine, il y a un choix des Français. Tous les Français, c'est ça, ne sont pas bons. Enfin, c'est-à-dire que on comprend bien ce mépris. Alors, vous avez expliqué évidemment que vous étiez professeur d'histoire. Vous aviez une carrière dans l'enseignement. Historien, je n'ai pas chercheur. enseigné, mais je suis chercheur. Historien-chercheur. Alors, c'est pour ça, j'imagine, que vous avez choisi de siéger à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Quels seront donc les grands chantiers qui vous attendent, les grands travaux que vous aimeriez pousser dans cette commission, en votre qualité justement de député évidemment, mais avec ce passé de chercheur, historien? Alors je suis historien, donc j'ai fait des études d'histoire et j'ai publié 3 livres consacrés au Second Empire. J'ai aussi été pendant mes études, alors c'est un détail mais pion, assistant d'éducation comme on le dit plus correctement aujourd'hui, surveillant donc pour financer mes études, et puis j'ai aussi été gestionnaire de scolarité pour financer mes études au lycée Fénelon et puis au lycée Henri IV. Donc je suis aussi un ancien élève. Donc j'ai une bonne connaissance tout de même du fonctionnement d'un établissement scolaire. J'ai passé 10 ans de ma vie à travailler pour l'éducation nationale. Et puis, en effet, je considère que l'école est tout simplement le socle de notre République, et puis j'ajouterai aussi de notre nation, parce qu'il faut dire les mots. L'école constitue la nation, elle nous permet de faire peuple. Et donc, si nous laissons ce socle se fissurer, je ne sais pas vraiment comment est-ce que nous allons pouvoir continuer à produire des citoyens. Et puis, voilà, n'ayons pas de pudeur inutile. L'école permet aussi, et l'enseignement permet aussi de former des travailleurs et de former des personnes expérimentées, des personnes qualifiées. Donc, si nous laissons l'école s'effondrer, nous ne formerons plus de citoyens et nous ne formerons plus de travailleurs. Donc, c'est un échec double. Moi, mes 2 priorités, si je peux le dire ainsi, ce seront la rampe de décollage et la rampe d'atterrissage dans l'école. C'est-à-dire les toutes premières années, et je pense notamment que l'école maternelle est longtemps restée une école impensée dans les politiques éducatives, souvent un peu trop considérée comme une garderie où on dépose les enfants pour qu'ils soient gardés, avec aujourd'hui d'ailleurs, depuis les réformes de Madame Vallaud-Belkacem et l'installation d'un périscolaire de plus en plus immense, des journées faites par les enfants qui font des journées plus longues que les nôtres, où les enfants sont déposés à 7h30 et repris à 19h par leurs parents avec un temps aussi de cantine. Donc repenser l'école maternelle, parce que si l'éducation commence mal à l'école maternelle, elle ne risque pas de se rectifier ensuite. À l'école maternelle, on apprend notamment à vivre avec ses semblables, la vie en société, puis aussi le respect un peu de l'autorité tout de même. Et puis la rampe d'atterrissage, que sont pour moi nos filières d'excellence, dans toute la diversité de l'excellence. Moi, je suis pour promouvoir l'excellence générale, évidemment, l'excellence professionnelle, l'excellence technologique, et puis l'excellence aussi pour tous. Et quand je dis l'excellence pour tous, par exemple, je pense à l'enseignement du français
nous avons besoin de personnes qui maîtrisent bien mieux le français qu'aujourd'hui nos jeunes élèves, on le sait. Hein. Après, presque un quart des élèves de 6e ne savent pas correctement lire, écrire ou compter. Les résultats des enquêtes internationales en français sont de plus en plus inquiétantes. Et donc, par exemple, moi, je pense que nous devons défendre l'enseignement du latin, qui est un enseignement qui a pendant très longtemps permis aussi un excellent apprentissage du français. Et puis, je suis aussi pour la défense de nos classes préparatoires aux grandes écoles, qui sont aujourd'hui attaquées par une idéologie égalitariste qui en fait une sorte de ghetto des classes sociales aisées, alors que c'est un moyen méritocratique, j'en suis moi-même un élève, un moyen méritocratique extrêmement puissant que nos classes préparatoires, et surtout, ce sont des formations d'excellence. Donc arrêtons en France de démembrer ce qui fonctionne. On comprend bien qu'il y a l'aspect économique notamment qui est important pour vous, c'est une dimension qui compte. Parmi donc, vos 10 ans à travailler à l'éducation nationale, vous l'avez dit, vous avez écrit 3 livres sur le Second Empire, plus précisément sur l'impératrice Eugénie et sur Napoléon III. Ça m'a fait penser à une proposition de résolution de vos collègues du Rassemblement national lors de la dernière législature. Ils proposaient le rapatriement et la conservation sur le territoire français des cendres de Napoléon III et de sa famille, à l'occasion donc des 150 ans de sa mort. Un texte que vous pourriez peut-être reprendre avec eux, voilà, je propose, dans cette optique d'entretenir surtout, voilà, c'est là où je voulais en venir, la mémoire et surtout de transmettre notre histoire. C'est un texte courageux, parce que bon, la mémoire de Napoléon III est une mémoire aujourd'hui oubliée, si ce n'est interdite par certaines personnes qui aiment l'historiquement correct, alors que c'est l'un de nos plus grands chefs d'État, et la France moderne, surtout l'économie moderne de la France, est en grande partie liée au Second Empire. C'était un texte qui avait été porté avec courage et initiative par Jean-Philippe Tanguy, pour être exact. Et je pense surtout qu'il faut, au-delà de cette question du rapatriement des cendres de notre dernier chef d'État monarchique, défendre surtout notre mémoire. Moi, sur cette question, j'ai présidé aussi pendant 3 ans la Société historique des Amis de Napoléon III. Et pour moi, sur cette question, et la question de Napoléon III ensuite s'élargit à notre mémoire tout entière, pour moi, il faut surtout avant rapatrier la mémoire du Second Empire. Il faut la comprendre de manière historique, il faut la comprendre avec ses ombres, avec ses lumières, mais il ne faut surtout pas de nouveau faire d'omerta en France. Nous avons un peuple, pas d'omerta sur une partie du peuple ou sur une autre, et puis nous avons une histoire, pas d'omerta non plus sur notre histoire. Cette histoire a constitué notre nation. Il y a des choses dont nous pouvons être fiers, des choses dont nous pouvons être un peu moins fiers, mais nous devons surtout nous concentrer sur ce dont nous pouvons être fiers. Il n'y a aucune histoire nationale qui est pure et parfaite et angélique, mais nous avons surtout en France 1000 raisons d'être fiers de notre histoire, et surtout si nous voulons continuer à être la France, et si nous voulons continuer à aller de l'avant, il faut savoir d'où nous venons, surtout si nous ne voulons pas trahir ceux qui ont construit le pays avant nous. Le maréchal Foch disait « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Je crois que c'est là une vérité qu'il faut que nous nous souvenions. Donc vous prenez la promotion évidemment des Heures Glorieuses, d'un roman national, même s'il est historique bien sûr, mais beau. La récit national, moi je préfère le terme de récit national, parce que alors le terme roman, alors déjà il est tellement aujourd'hui galvaudé, controversé, que dès que vous allez l'utiliser, vous allez sortir un épouvantail et donc aussitôt cliver le débat. Le terme roman semble dire qu'il faut romancer, en réalité il faut raconter. Et moi je suis un historien scientifique, j'ai écrit des livres scientifiques dans lesquels j'ai fait des recherches, mais je pense qu'il faut distinguer l'histoire et la mémoire. Plus la mémoire s'appuie sur l'histoire, plus elle est légitime et plus elle est forte, mais tout le monde n'est pas destiné, tout le peuple français n'est pas destiné à faire une licence, un master d'histoire, et donc si nous voulons que la mémoire soit diffusée, il faut aussi donner une part de récit. Mon illustre homonyme Jules Michelet a certes raconté des choses historiquement incorrectes parfois, beaucoup moins qu'on ne le dit d'ailleurs, mais il avait surtout une grande puissance de narration. Il savait raconter l'histoire. N'oublions pas que nous devons aussi raconter l'histoire, que l'histoire est aussi un récit, même si c'est avant tout une science. Alors on pense à justement ce récit à travers la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La France devait rayonner, la France devait montrer à la face du monde justement sa grandeur, sauf qu'on s'est rendu compte que la République ne produit pas toujours ce qu'il y a de beau, dénigre, voire souvent réécrit l'histoire. En l'occurrence, on a pu voir des tableaux assez, je pense, qui ont choqué, c'est vrai, le monde entier, notamment à la Conciergerie, on s'en souvient. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'abord? Et puis ensuite, quelles sont donc alors les valeurs républicaines, vous, que vous revendiquez face à ce spectacle qu'on pourrait presque qualifier d'anti-France?
Alors, sur la question des Jeux Olympiques, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une jolie cérémonie dans l'absolu, parce que ça durait déjà 4h30. Et heureusement qu'il y avait Céline Dion à la fin pour chanter notre plus belle chanson sur l'un de nos plus beaux monuments, et l'une des plus grandes chanteuses. Mais sur la thématique de l'histoire, en effet, les organisateurs ont oublié qu'ils ne parlaient pas au 11e arrondissement de Paris, mais au monde entier, et que la France était un vieux pays, une vieille nation, comme le fait Dominique de Villepin à l'Organisation des Nations Unies, et que notre histoire ne saurait se résumer à la décapitation de Marie-Antoinette. Oui. Surtout que j'aimerais rappeler, en tant qu'historien pour le coup, à ces gens plutôt de gauche, nous pouvons le dire, que la France, pour le coup, n'a pas à s'honorer d'avoir traîné dans la boue une femme, de l'avoir accusée des pires choses, y compris d'avoir des relations incestueuses avec son fils, de l'avoir traîné dans la boue, d'avoir organisé un jugement d'une misogynie absolument crasse. Et puis surtout, moi, vous savez, je suis défavorable à la peine de mort, et je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce que la gauche, qui est aussi défavorable à la peine de mort, si je m'en souviens bien, soudain l'avait mise en exergue. Soudain, quand on décapite des reines, c'est mieux. Puis de nouveau, la dernière personne qui a été décapitée dans ce pays, c'est Samuel Paty, donc je pense qu'on n'a pas trop à se glorifier d'avoir décapité des gens par le passé. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que c'est le seul élément historique qui a été mis en avant. La Révolution française, tout de même, c'est autre chose. C'est la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'abolition des privilèges. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, qu'on représente notre peuple en armes, qui s'est tenu face à l'Europe tout entière. L'Europe des rois s'est coalisée contre nous, et nous lui avons tenu tête. J'aurais préféré qu'on rende hommage à Valmy, plutôt qu'à la décapitation de Marie-Antoinette. Et puis surtout, notre histoire tout entière. Enfin, je sais que Napoléon Ier n'a pas grâce aux yeux de la gauche, mais tout de même, combien de milliers, de millions de touristes se pressent autour du tombeau des Invalides. Est-ce que cela leur aurait tant coûté que cela de faire passer le flambeau autour, ne serait-ce que du tombeau, sans évoquer davantage l'empereur, mais juste passer autour du tombeau? Et puis moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il s'agissait des Jeux Olympiques de Paris. Vous savez, ça a été un des grands arguments, en disant non, ce n'était pas les JO de la France, c'était Paris, donc voilà, une petite particularité parisienne. Eh bien, si c'était les JO de Paris, nous avons commémoré, il y a un peu moins d'un mois, les 80e anniversaire de la libération de Paris. Et pourquoi est-ce que la libération de Paris n'a pas été évoquée aux Jeux Olympiques de Paris? Pourquoi est-ce que, je peux comprendre, nos rois, je ne m'attendais pas à ce qu'ils rendent hommage à Philippe Auguste, par exemple, vous voyez, ça ne m'a pas beaucoup étonné, voilà. Ni à Sainte-Geneviève, ni à Sainte-Jeanne d'Arc, ni à Louis XIV, ni à Napoléon Ier. Mais les résistants, mais l'armée des ombres, mais tous ces hommes et toutes ces femmes de toutes conditions, de toutes origines, qui se sont levés dans la nuit d'une des pires périodes de notre histoire, qui ont incarné la dignité de notre pays, qui ont libéré notre pays. N'oublions pas, la libération de Paris, c'est une insurrection d'ailleurs, si ça s'appelait à la gauche, c'est l'insurrection. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rendu hommage à l'insurrection qui a mené à la libération de Paris? Pourquoi est-ce que l'armée des ombres, pour eux, ce n'est pas assez héroïque, ce n'est pas assez bien aussi Et pour le coup, c'est vraiment ce qui m'a le plus choqué. L'oubli total de la résistance au 80e anniversaire du débarquement et de la libération. C'est peut-être trop semblable à ce que fait le Puy du Fou, et justement, il voulait s'en détourner, et c'est peut-être là qu'est le problème. C'est ce qu'a avoué d'ailleurs Monsieur Boucheron, qui a été l'historien en chef de cette cérémonie où l'histoire a été si peu visible. Voilà. Alors, et on va revenir sur la politique, si vous le voulez bien. Alors, on va parler évidemment de votre groupe, l'UDR, de vos lignes et de vos projets. Alors, vous êtes le plus petit groupe de l'Assemblée nationale. Vous êtes 16 députés. Cette mandature s'annonce assez compliquée pour l'ensemble des élus. On voit un bloc du Nouveau Front Populaire assez bruyant, un RN plutôt en force. Comment est-ce que vous comptez peser avec l'UDR au milieu donc, de cet hémicycle divisé quand même? Alors déjà, nous comptons peser comme nous l'avons fait dans la campagne, en portant loyalement et dans la fidélité, car nous, vous voyez, contrairement à d'autres, nous faisons les alliances devant les Français en clarté, en cohérence et en sincérité. Nous ne les négocions pas ensuite en arrière-coulisses, après avoir juré nos grands dieux durant les élections que nous ne ferons rien avec personne. Vous suivrez mon regard. Donc nous continuerons à être fidèles à cette alliance. Nous l'avons proposé aux Français, nous lui restons fidèles. Nous restons donc fidèles à nos très nombreux points de convergence avec le Rassemblement national. Nous resterons fidèles aussi à notre part d'autonomie, à nos divergences, notamment sur le plan économique. Nous avons peut-être des spécificités vis-à-vis du Rassemblement national, mais nous les ferons vivre aussi pour enrichir le débat au sein du camp du Rassemblement des droites. Vous voyez ça comme une complémentarité avec le Rassemblement national? Tout à fait. Nous voyons ça comme une complémentarité, et même, il faut le dire, comme une richesse. Dans l'histoire de la Ve République,
aucun parti n'a pris le pouvoir seul. Et il faut forcément, nous sommes toujours plus intelligents à plusieurs. Nous avons 95% de points de convergence avec le Rassemblement national. La politique, c'est aussi la gestion des divergences et de la capacité à créer quelque chose qui nous dépasse. Et je pense que nous serons plus riches encore dans cette discussion. Mais de nouveau, les divergences sont vraiment mineures, surtout par rapport aux urgences pour le pays, qui sont notamment la restauration de l'ordre et de l'autorité. Et sur ces questions-là, notamment sur les questions migratoires, nous avons des convergences quasiment unanimes avec le Rassemblement national. Ensuite, comment allons-nous exister dans cette assemblée ? Tout simplement comme nous allons exister, comme tous les groupes politiques vont exister, en portant nos propositions, en portant courageusement nos visions au sein de l'hémicycle. Personne n'a gagné les élections législatives. Il n'y a donc pas de majorité, donc nous avons tous la possibilité d'avoir une place, de nous faire entendre. Et puis nous allons surtout défendre cette union des droites qui a été portée si courageusement par Éric Ciotti lors des élections législatives. Nous allons continuer à porter la nécessité de ce rassemblement, d'élargir ce rassemblement en continuant à porter ce message. Et je pense que nous allons en parler après, en disant aux électeurs de droite, ne vous faites pas encore berner par des tentatives de ravalement de façade du macronisme. Ne vous faites pas berner par des politiques qui s'annoncent de droite et qui vont encore gouverner au centre. Nous devons porter une nécessité d'union de toutes les droites en France. C'est la formule qui, ailleurs en Europe, permet de faire avancer les pays européens. C'est ce qui a fait avancer la Suède, ce qui fait avancer aujourd'hui la Suède d'ailleurs, ce qui a fait avancer la Norvège par le passé, c'est ce qui fait avancer l'Italie aujourd'hui. Et puis, vous l'avez peut-être vu, c'est ce qui fait avancer aussi les Pays-Bas actuellement avec l'annonce d'un programme migratoire absolument sans précédent. Donc, cette union des droites marche partout en Europe. Elle peut marcher en France. Ce sera notre grand combat, et en partie notre combat aussi, de convaincre les Français de cette nécessité. Alors, l'union de toutes les droites, concrètement, avec qui est-ce que vous avez déjà ciblé des personnes ? C'est-à-dire que des personnalités, évidemment, à droite, on pense évidemment à Julien Aubert, à Marion Maréchal. Est-ce qu'elles pourraient faire partie de ce grand mouvement de la droite pour faire gagner ? J'imagine que derrière, évidemment, c'est la candidature de Marine Le Pen qui est pressentie, qui est votre candidat naturel pour 2027, même s'il y a d'autres échéances, les municipales, les prochaines législatives, si elles arrivent avant les 5 prochaines années. Concrètement, est-ce qu'il pourrait faire partie de ce grand mouvement Alors vous savez, là aujourd'hui d'ailleurs nous avons avec le gouvernement Barnier beaucoup de casting et j'ai l'impression de peu de conviction quand même. Je pense qu'il ne faut pas que nous fassions la même erreur. Les personnalités, ce sont des choses qui se discutent au moment venu. Le plus important, ce n'est pas de convaincre les personnalités, c'est de convaincre les Français pour le coup. Et il y a eu un récent sondage qui a montré que 65% des électeurs de droite qui ont participé au front supposément républicain le regrettent aujourd'hui. Notre travail, c'est surtout de convaincre ces gens-là, d'aller convaincre les Français de la nécessité de ce rassemblement des droites. Je pense que la question des personnalités suivra naturellement le cours naturel. De l'ego, c'est ça. On voit souvent quand même à droite cette guerre des égos. Tout le monde a des velléités et personne n'arrive à se mettre de côté. Et pour la première fois, c'est vrai, on peut le dire, Éric Ciotti a mis de côté ses ambitions entre guillemets présidentielles en rejoignant Marine Le Pen. D'ailleurs, est-ce que cette décision au lendemain des européennes, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est quelque chose qui était attendu ou vous y pensiez déjà ou alors c'était inédit ? Vous étiez quand même la plume d'Éric Ciotti, vous étiez à ses côtés depuis longtemps. Et ce choix, comment est-ce que vous l'avez pris à ce moment-là ? Alors moi, j'ai pris avec une grande admiration, un grand respect pour celui qui était mon président et qui l'est toujours maintenant en tant que président de groupe. Je me suis engagé auprès de lui parce que je m'étais dit, voilà un homme de droite, un homme de conviction. Vous savez, à droite, il y a des gens qui changent souvent de conviction. Éric Ciotti n'a jamais varié de conviction, d'aucun d'ailleurs lui reproche. Mais moi, je trouve que c'est tout à fait admirable de rester fidèle à ses idées et à ses convictions. Et je m'étais engagé auprès de lui parce que je m'étais dit, voilà, c'est un homme de droite qui me semble être un homme courageux et qui, dans les moments que nous nous apprêtons à vivre, parce qu'on sentait tous que cette législature avec une majorité relative était bancale, je m'étais dit, au moment donné, il aura sûrement les épaules pour assumer des choix courageux. Et vous voyez, il a été fidèle à lui-même et il a assumé avec vraiment un très grand courage. Parce que
nous avons tous pu le voir, il a porté un choix historique. Hein. C'est pas du tout galvaudé de le qualifier ainsi. Sa décision a été historique, elle a été extrêmement courageuse parce que elle était attendue par de nombreux électeurs, de nombreux sympathisants et militants. Mais comme il le dit, les chapeaux à plumes, pensant surtout à leur avenir présidentiel, car le nombre de personnes qui rêvent de devenir président de la République est absolument impressionnant. Il y a dans beaucoup ce de pays. candidats pour un seul poste. Pour un seul poste tous les 5 ans. Il a, lui, assumé ce courage et vraiment, je pense qu'il a maintenant incontestablement sa page dans les livres d'histoire. Alors finalement, ce sont donc vos anciens collègues, les Républicains, les ténors du canal historique, on va dire, qui sont arrivés à la tête du gouvernement. La gauche pourrait entrer à leur côté au gouvernement, mais la droite donc d'Éric Ciotti, le Rassemblement national, eux s'y refusent. Est-ce que c'est pas une erreur finalement de laisser l'exercice du pouvoir entre les mains de vos adversaires politiques, alors que vous pourriez faire partie de ce gouvernement, bien sûr dans une opposition constructive? Non, parce que vous voyez. Alors moi, je sais qu'on dit LR Calan historique. Moi, j'ai plutôt tendance à dire LR Calan hypocrite. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils ont juré leur grand Dieu qu'ils seraient une opposition indépendante à M. Macron. Jamais d'alliance, jamais de coalition gouvernementale, jamais de participation gouvernementale. Et là, ils s'y jettent à corps perdu. Réclamant toutes les places, d'ailleurs. J'ai vu que beaucoup, et c'était d'ailleurs c'est la question que vous avez mis en exergue de cet entretien, la droite est-elle de retour? Un peu d'arithmétique. Les Républicains, les LR, qui n'ont pas été élus dans l'alliance avec le Rassemblement national, représentent 47 députés. Les macronistes en représentent 166. Dans cette majorité relative, ils pèseront donc à peu près, grosso modo, un 5e. Cette majorité sera largement dominée par les macronistes. Et nous l'avons pu le voir ce week-end, avec notamment les déclarations de M. Bayrou, de M. Fesneau, du mouvement démocrate, du MoDem, qui rappelaient aux Républicains et à M. Wauquiez qu'ils n'avaient pas gagné les élections, qu'ils devaient occuper leur place. Et donc oui, en effet, dans une majorité avec 166 macronistes, avec M. Attal qui dirige le groupe parlementaire des macronistes, avec Horizon, avec le MoDem, les Républicains n'ont pas gagné les élections. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont gagné l'élection présidentielle, qui vont gouverner seuls, qu'en effet la droite est de retour car ils gouverneraient seuls, qu'il n'y aurait que... Mais non, ils viennent de monter dans une alliance avec la Macronie, avec le macronisme, et ils vont gouverner avec les macronistes, et notamment à l'Assemblée nationale, ils auront besoin des 166 voix macronistes, et donc la politique va être massivement marquée par la présence des macronistes, et j'ai bien peur que ce ne soit qu'une perpétuation du macronisme sous un autre nom. Comme M. Macron ne cesse de le faire depuis 7 ans d'ailleurs. M. Macron a été élu en 2017 avec les voix de la gauche. Mais ensuite, il s'est bien rendu compte qu'il était impossible de gouverner à gauche. Et donc, il a essayé de gouverner plutôt au centre et au centre droit. Et donc, il a ensuite essayé de draguer, pour le dire ainsi, les électeurs de droite. Il l'a fait aux élections de 2022, aidé en cela par la candidature de Mme Pécresse. En 2024, les choses ont commencé à s'affaisser. Il a nommé M. Attal pour essayer de faire un clin d'œil au gouvernement aux électeurs de droite. Cela n'a pas non plus marché, malgré la popularité de M. Attal. Il a perdu les élections européennes et dans les largeurs, touché intimement par ces Français qui s'obstinent à rejeter sa politique. Il a dissous l'Assemblée, il a encore perdu les élections. Et donc là, il essaie de nommer M. Barnier pour de nouveau faire un clin d'œil à l'électorat de droite. Mais pour vous, c'est trop tard, ils sont déjà absorbés, les LR sont définitivement morts et enterrés. Depuis 7 ans, nous avons la preuve que le macronisme n'est pas une force de droite. Le macronisme est une force issue de la gauche. M. Macron était le candidat sortant en 2017, il était le ministre sortant de la Macronie. Le macronisme n'est pas une force de droite. Tout gouvernement où le macronisme a une part prépondérante, comme c'est le cas aujourd'hui, est condamné à l'impuissance. Pour citer Edgar Faure, j'ai envie de dire, voici l'impuissance qui s'avance. On va finir sur ces belles paroles alors. Merci beaucoup Maxime Michelet. Merci à vous. Vous êtes député de la 3e circonscription de la Marne pour le groupe UDR, le groupe d'Éric Ciotti bien sûr, l'Union des droites pour la République. Merci d'avoir accepté ce grand entretien et puis bon courage dans vos travaux, que ce soit à la commission évidemment des affaires culturelles et de l'éducation ou dans vos travaux législatifs plus largement. On aurait pu parler aussi de votre niche peut-être en 2 mots. Est-ce que vous avez déjà une date fixée et des thèmes fixés pour votre niche parlementaire du groupe UDR ou pas encore? Parce qu'on sait que le Rassemblement national
est attendu pour la première niche de l'année, on va dire le 31 octobre. Est-ce que c'est déjà fixé de votre côté ou... Non, justement, les niches parlementaires se font successivement, et donc le Rassemblement national à la première, c'est pour ça que les choses sont déjà en discussion, mais nous arriverons plus tard dans l'année. D'accord, vous viendrez à ce moment-là nous exposer Avec les plaisir. thématiques mises en avant. Merci encore Maxime Michelet et à bientôt.